Regardez ces images, nous sommes le 5 novembre, elles ont été filmées, on est dans la région de Koursk, on est en Russie et il s'agit, malgré les uniformes russes, de soldats nord-coréens. Voilà comment ces images nous ont été vendues. Impossible de savoir véritablement combien sont-ils, mais écoutez Volodymyr Zelensky qui compte sur ces incursions et sur cette main-d'œuvre militaire fournie aux Russes pour essayer, tenter, je dis bien, de révéler ses alliés. 11 000 soldats de la Corée du Nord se trouvent actuellement sur le territoire de la Russie. Ils sont près de la frontière ukrainienne, dans la région de Koursk. Certains d'entre eux ont déjà pris part aux hostilités contre les militaires ukrainiens et des pertes ont déjà été enregistrées. Alors, de quel côté les pertes, on ne sait pas. Et malgré ça, Ulrich Bouna, ça ne semble pas faire bouger les alliés de l'Ukraine. On pensait que cette incursion, cette main-d'œuvre à bon marché militaire, parce qu'il existe aussi une main-d'œuvre économique fournie par la Corée du Nord, pourrait permettre à Kiev d'avoir le go pour pouvoir frapper avec les armes qui lui sont livrées des positions militaires russes en Ukraine. C'est pas le cas. Personne ne bouge. On s'en fiche royalement. Alors, je pense pas que les gens s'en fichent. Enfin, je pense pas que les alliés de l'Ukraine s'en fichent. En revanche, effectivement, il semblerait qu'il y ait eu que la vraie ligne rouge par rapport à ça, si tant est qu'il y en ait une, ce soit le déploiement de soldats nord-coréens en Ukraine. Et apparemment, en fait, c'est vraiment ça qui expliquerait l'espèce de pause, en fait, côté américain, côté c'est-à-dire que tant qu'ils sont, regardez, dans cette petite région... Territoire russe. Voilà. Territoire russe, tout va bien. Si jamais ils franchissent... Alors, je sais pas si peut-être que... Je sais pas si tout va bien, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est que... quand on regarde la réaction des États-Unis, des pays occidentaux et même de la Corée du Sud, on sent bien qu'il y a eu pendant très longtemps une espèce de flottement. Et effectivement, le fait est que finalement que des soldats nord-coréens soient déployés dans l'oblast de Koursk, à la limite, c'est sans doute pas c'est pas bien vu, mais c'est encore acceptable. Mais en revanche, si effectivement il y avait pour le coup une invasion nord-coréenne de soldats nord-coréens sur le territoire ukrainien, là il semblerait qu'effectivement, notamment la Maison Blanche, ait fait passer des messages comme quoi ça accentuerait le soutien occidental. Et même côté sud-coréen, il semblerait que ce soit l'élément qui pourrait potentiellement sur la livraison accélérée indirectement des armes. Ouais. Oui, parce que Koursk finalement c'était la monnaie d'échange que Zelensky pourrait avoir contre un retrait un peu des Russes sur une ligne plus ou moins acceptable dans le Donbass. Et alors là, ils sont en train de les empêcher d'avoir cette monnaie d'échange. Mais finalement, le Koursk, ils sont arrivés en Ukraine, en Russie, les Ukrainiens, sans l'autorisation autorisation entre de Washington, et de Washington et de l'OTAN. C'était une décision unilatérale, comme quand ils ont attaqué le pont en Crimée, je me souviens. Donc, ce sont des choses comme ça. Donc, ça dérange parce que ça augmente le niveau du conflit. Et deuxièmement, je pense que l'histoire des Nord-Coréens, finalement, ça aussi montre la faiblesse de Poutine. S'il avait pu faire sa mobilisation générale, qu'il n'ose pas faire. Eh ben, il n'aurait pas eu de Nord-Coréens, qu'il n'aurait pas eu besoin de Nord-Coréens. Moi, il y a une explication qui me sied mieux quand même, parce que c'est pas 11, 12 ou même 20 000 soldats qui font la différence. C'est dans un plan d'ensemble. Oui. C'est-à-dire que, déjà, ça agite la communauté internationale. 2, ça rend service à son ami Kim Jong-un. Et 3, surtout sous contrôle, Xavier, ça forme des soldats nord-coréens à la guerre. Ils sortent enfin de leur camp d'entraînement, et pourquoi pas pour les lancer. Et je sais que des généraux déjà sur ce plateau l'ont dit, sur la Corée du Sud. Sur Séoul. Mais justement, il y a un pays qui a réagi, et qui a réagi vivement, c'est la Corée du Sud. Parce qu'elle Corée du Sud livrait déjà des armes à l'Ukraine, mais par des pays tiers, des voies détournées, et le gouvernement coréen a dit que si ça continuait, ils allaient livrer les armes en direct. Et c'est intéressant parce que ça illustre ce que je disais tout à l'heure. Les alliés américains de l'Asie attendent vraiment de voir ce qui va se passer avec l'Ukraine pour savoir s'ils peuvent compter sur les États-Unis dirigé par Donald Trump. Et là, on a véritablement un exemple d'où un pays asiatique rentrerait officiellement, directement, dans la guerre en Ukraine, en Europe. Donc,
tout est lié et tout ça va se jouer dans les premières semaines, les premiers mois de la présidence de Donald Trump. Aujourd'hui, on a un peu de mal parce qu'on ne connaît pas exactement ses intentions. Il n'y a pas évidemment de déclaration officielle. Il n'est pas encore président des États-Unis d'Amérique. Mais dès qu'il va le devenir, les choses risquent d'aller très très vite. Parce qu'à mon sens, les contacts avec Poutine, les contacts avec la Chine sont déjà en train de se prendre à Mar-a-Lago. À mon avis, on ne fait pas que désigner les postes, on commence déjà à travailler très sérieusement. On sait, on le disait tout à l'heure, que Donald Trump a eu 7 fois Vladimir Poutine au téléphone. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il ne l'a pas déjà eu sans que nous le sachions pour le moment. Et oui, d'ailleurs, Xavier, tout à l'heure, une petite imprécision de ma part. A priori, ils vont se parler. Oui, mais il n'a pas encore eu. Oui. Voilà, Oui. la conversation téléphonique ça, oui. qu'on évoquait tout à l'heure n'a pas encore eu lieu.